Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On ne devrait pas manquer de blé cette année, ce qui signifie que la compétition entre les principaux producteurs et surtout exportateurs mondiaux, elle risque de se durcir. La France pourrait même y perdre des parts de marché et donc en subir le contre-coup diplomatique. Pour en parler, je reçois Arthur Portier, consultant senior chez Agritel, un cabinet expert sur les questions agricoles et agroalimentaires. Bonjour Arthur Portier. Bonjour. Allez, tout de suite des chiffres. La production de cette année de blé en France et après dans le monde. Alors nous sommes sur une production française de blé qui atteint aux alentours des 35 millions de tonnes, donc on est sur année correcte, qui masque évidemment une certaine hétérogénéité selon les régions, puisque nous avons eu un printemps très sec, donc qui a conduit à certaines difficultés pour les blés. Il s'avère que nous sommes sur une production, donc je le disais, correcte d'un point de vue quantité. Légèrement au-dessus de la moyenne de ces dernières années. Légèrement au-dessus de la moyenne des dernières années et surtout de l'an passé. Maintenant, il s'avère qu'en termes de qualité, on a eu des premières moissons au sud du bassin parisien et légèrement au nord du bassin parisien qui se sont déroulées dans de bonnes conditions. Plus au nord, ça a été un petit peu plus compliqué puisque l'été pluvieux a retardé les récoltes et donc a fait que les dernières moissonneuses batteuses étaient encore dans les champs pour les céréales d'hiver il y a encore quelques semaines. C'est vrai qu'on a perdu entre 2 et 3 millions de tonnes à cause du manque d'eau qu'il y a eu au début de l'été. Alors nous avions tout de même, il faut le rappeler, un potentiel à fin mai qui était relativement bon, voire exceptionnel dans certaines régions. Après. Déception évidemment au moment de la récolte puisque ce potentiel s'est évaporé, si je puis dire, sur le mois de juin, avant que les pluies évidemment, et c'est la joie du métier d'agriculteur qui est dépendant de la météo, ne viennent on va dire contrecarrer les plans des producteurs sur la moisson du mois de juillet et de début août. Ce qui nous fait quoi comme capacité d'export ? Alors, avec 35 millions de tonnes de production, on aurait aux alentours des 17 millions de tonnes de blé à exporter vers les pays de l'Union européenne, mais également vers les pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne, pour des quantités aux alentours des 9,5-10 millions de tonnes, ce qui fait que la concurrence sur la scène internationale va être rude pour les origines françaises qui ont besoin de se déboucher. Production mondiale de blé ? Alors on est aux alentours des 790 millions de tonnes de production, grosso modo. Donc sur le territoire aujourd'hui international, on ne peut pas dire qu'on manque de blé véritablement, mais c'est bien la répartition de ce blé qui va poser problème, tout simplement parce que les principaux exportateurs ont eu une certaine hétérogénéité dans leur production et la Russie, évidemment, dont on parle beaucoup actuellement, concentre une deuxième récolte quasi record aux alentours des 90 millions de tonnes de blé et donc elle va asseoir son poids diplomatique sur la scène internationale. Donc sur le plan de la sécurité alimentaire, en ce qui concerne le blé, on est d'accord, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, sur la sécurité alimentaire, il faut toujours prendre des pincettes puisque, une nouvelle fois, comme je l'évoquais, nous sommes dépendants de très peu de pays exportateurs. Ils sont au nombre de 8 et donc c'est là la difficulté. C'est que si on ne manque pas de blé sur la scène internationale, très peu de pays ont la capacité à exporter. Et c'est important de le rappeler, notamment pour le poids diplomatique de la France, on a la chance de pouvoir le faire. Par notre production, par le travail fait par la filière agricole également, par notre chaîne logistique qui est aujourd'hui performante et une des plus performantes au monde, par la recherche qui a été faite notamment sur les semences. Et donc le fait que peu de pays puissent exporter, ça rend tout de même l'équilibre des flux fragile puisque une décision d'un pays exportateur peut contrecarrer l'ensemble des plans aujourd'hui sur la scène internationale. Ce qui est rassurant également, c'est les chiffres du Conseil international des céréales qui nous dit qu'en gros, il y aurait près de 2,3 milliards de tonnes pour les céréales, maïs, riz, blé, etc. Rassurant. Alors c'est rassurant une nouvelle fois, alors ça n'enlève pas ce que je viens d'évoquer sur les flux et sur cette logistique, mais c'est vrai que d'un point de vue quantité, alors il restera à voir évidemment en maïs puisque ça reste des prévisions, la récolte n'est pas encore faite et à l'heure où on se parle, on a des températures particulièrement élevées qui s'abattent sur la Corn Belt aux États-Unis. Donc le potentiel de production aux alentours des 380-385 millions de tonnes est bon à l'heure où nous parlons. Maintenant, attention, la donne n'est pas encore jouée, il reste encore un petit peu de temps. En ce qui concerne le riz, on a quand même eu des difficultés, notamment sur la partie indienne, où le gouvernement indien a décidé de suspendre les exportations une nouvelle fois parce que le pays peut être en risque d'approvisionnement sur ces commodities agricoles. Beaucoup de blé, ça veut dire des prix à la baisse ?
Alors, en termes de blé, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est davantage la compétition entre les différentes origines qui fait pression sur l'origine française. Il faut savoir que nous avons perdu en compétitivité par rapport aux origines russes depuis le début de la campagne, bien que nous sommes passés d'un écart de prix, grosso modo, qui était de $30 la tonne pour l'origine française supérieure au blé russe et qui est désormais plutôt aux alentours des $2 la tonne supérieure. Donc, on peut dire qu'il y a eu un léger regain de compétitivité, mais ce regain-là n'est pas suffisant pour aujourd'hui gagner des parts de marché sur la scène internationale, considérant plein d'enjeux, et notamment le fait que la Russie offre des avantages, on va dire, notamment d'un point de vue paiement, à certains acheteurs internationaux. Et le blé ukrainien ? Le blé ukrainien aujourd'hui, et c'est une part extrêmement importante à signaler, puisqu'ils vont réaliser, il faut le souligner, la résilience des producteurs, une production à plus de 20 millions de tonnes. C'est quand même très important, bien moins évidemment que les plus de 30 millions de tonnes d'il y a 2 ans, mais ça reste des niveaux significatifs compte tenu du contexte. Et les voies alternatives qu'ils ont développées, qui permettent en grande partie de pallier les manquements liés à la suspension du corridor, ce fameux corridor céréalier qui permettait de sortir des grains via la mer Noire, eh bien le Danube, via Ismaël Ereni, mais aussi le camion et le ferroviaire, permettent aujourd'hui, ces voies alternatives permettent de sortir du grain d'Ukraine. Et du coup, à quel prix ? Alors c'est sur des prix, une nouvelle fois, qui sur la scène internationale restent sur des niveaux qui sont cohérents avec les prix mondiaux. Maintenant, c'est davantage sur la partie payée producteur ukrainien que là le bas blesse, dans le sens où évidemment il y a une logistique et une prime de risque extrêmement importante que prennent certains exportateurs. Et donc les agriculteurs ukrainiens se retrouvent avec des prix bien inférieurs à ce que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Ils sont aidés par l'Union européenne, d'où certains pays dans l'Union européenne qui ne sont pas contents d'un blé ukrainien qui leur fait compétition. Alors, ils sont aidés dans le sens où il y a un couloir de solidarité qui a été développé par l'Union européenne. Certains, évidemment, pays limitrophes, dont la Pologne, des voix s'élèvent pour dire qu'ils viennent concurrencer les prix et le blé et les volumes nationaux. Il faut tout de même souligner, même si, évidemment, ça remet en cause un petit peu l'union de cette Union européenne. Dans politique agricole commune, il y a ce commune, donc il faut la jouer commun sur ce dossier-là. On peut comprendre les revendications de certains producteurs européens, mais aujourd'hui, en termes de solidarité, il faut tout de même apporter ces aides qui est primordiale, si vous voulez, pour l'équilibre des acheteurs internationaux. Je pense au continent africain, au continent asiatique et autres. Juste une question, l'agriculteur européen gagne de l'argent en faisant du blé aujourd'hui, selon les cours ? En tant qu'agriculteur, je peux en parler dans le sens où nos coûts de production ont évidemment explosé l'an passé, puisque vous le savez, on a acheté nos engrais sur des prix très chers, dans le sens où l'énergie, la solution azotée est principalement liée au prix du gaz, et donc avec la flambée des prix du gaz, automatiquement, ça a créé une nette hausse des coûts de production, qu'on estime aux alentours des 250 € la tonne à l'heure où nous parlons pour le producteur. Or, le prix sur Euronext, donc à Rouen, est aux alentours des 230. Donc un producteur aujourd'hui est entre 200 et 210 € la tonne. Donc on perd de l'argent à l'heure actuelle, bien qu'on ait eu des opportunités pour vendre sur des niveaux de prix supérieurs. C'est l'avantage aujourd'hui de la sécurisation des prix, mais on ne peut pas vendre l'ensemble des volumes avant récolte. Donc à l'instant T, le constat est clair, les agriculteurs français en grande majorité perdent de l'argent. Alors je voudrais qu'on décrypte le jeu de la Russie sur le marché du blé. Est-ce qu'il y a vraiment une bataille des prix que joue la Russie, notamment sur des marchés, je ne vais pas dire traditionnels, mais qui étaient un peu la chasse gardée des Français à l'export, notamment au Maghreb ? Alors, c'est pas tant la bataille des prix, c'est surtout des facilités de paiement qu'il peut y avoir. Je pense notamment à l'Égypte, parce qu'il y a quand même des pays et des acheteurs internationaux qui sont aujourd'hui ont des difficultés financières avec les prix élevés que nous avons eus l'an passé. Et donc, le prix, évidemment, a augmenté pour ces pays-là. Le coût de l'alimentation a augmenté. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la Russie, par l'intermédiaire notamment du sommet qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, réunissant les grandes nations africaines, on s'est rendu compte que le Maroc, par exemple, qui était chasse gardée de la France, puisque le gouvernement marocain, sans rentrer dans les détails, donnait des restitutions pour les importateurs qui achetaient du blé français. Donc subventionnait en gros. Une forme de subvention, mais désormais tout le monde est sur le même pied d'égalité, ce qui signifie que l'offre française doit tout le temps être au prix de l'origine russe ou compétitif par rapport à l'origine russe afin de pouvoir aller sur ces marchés-là, chose qui n'était pas le cas précédemment. Donc clairement, on baisse le prix. Donc, on doit être compétitif par rapport au prix russe. Donc, si les prix russes montent, on peut, par conséquence, monter également. Or, avec la récolte russe que l'on a actuellement, vous l'avez compris, ça ne va pas dans le sens de l'histoire pour le moment. Donc, sur la seconde partie de campagne, c'est-à-dire après le mois de décembre, tout reste ouvert. Mais à l'instant T, on manque de compétitivité. Les Russes utilisent le blé comme une arme diplomatique majeure. On l'a vu sur le Maroc, on le voit sur l'Algérie, on le voit sur d'autres pays. Ils ont annoncé de donner du blé également au Zimbabwe. Pays, au Zimbabwe. Donc, ça reste des quantités qui sont infimes, si vous voulez, sur la
c'est international, mais c'est une nouvelle fois une guerre psychologique qui entre en jeu, de dire, regardez, je suis obligé de suspendre le corridor parce que les Occidentaux n'ont pas levé les sanctions. Du fait qu'ils ne lèvent pas les sanctions, vous, acheteurs internationaux, vous êtes dans la panade et moi j'arrive pour vous aider. Et je vous offre parfois du blé gratuit. Comment on peut parer à ça ? Alors c'est délicat parce que, encore une fois, c'est une notion de gagnant-gagnant, ça ne fait pas en un jour, ça se construit, cette diplomatie. Et donc on ne peut pas aujourd'hui reprocher aux Marocains, on ne peut pas reprocher aux Algériens d'ouvrir leur cahier des charges. Donc c'est une construction dans le temps. Aujourd'hui, il faut une nouvelle fois lier des partenariats forts, et je sais que certaines personnes du gouvernement s'y allient, mais il faut des partenariats forts avec les différentes nations, que ce soit sur le sujet évidemment alimentaire, mais aussi sur le sujet énergétique, puisqu'ils ont beaucoup à nous apporter, même sur la partie engrais. Aujourd'hui, l'agriculteur que je suis a acheté son engrais sur des niveaux de prix faramineux parce que dépendant notamment des prix du gaz russe. Or, certains pays comme le Maroc ont à nous offrir sur la partie engrais. Phosphate, donc, encore une nouvelle fois, la diplomatie, c'est un jeu de gagnant-gagnant, c'est une histoire d'amour, il faut qu'on l'écrive tous ensemble. On est d'accord, c'est la même qualité de blé, le blé russe et le blé français envoyé en Afrique. Alors, il y a des cahiers des charges différents, puisque la teneur en protéines, par exemple, nous comparons un 12,5% de protéines russes avec un 11 français. C'est une protéine qui a une différence de solubilité dans l'eau, mais encore une fois, ça reste aujourd'hui, en termes de variété, des blés que l'on peut comparer avec le 12,5% de pourcentage russe, avec le 11% de protéines françaises, mais ça reste la même qualité. Une dernière question, est-ce que c'est le moment au sein de l'Union européenne de mettre 4% des terres en jachère ? C'est une grande question qui se pose et la réponse, évidemment, est non. Tout simplement, non pas pour le fait que ces 4% de jachère soient appliqués, mais c'est bel et bien sur ce jeu de yo-yo permanent qui est fait aujourd'hui par la réglementation européenne et française pour les agriculteurs français. Il y a un an, on nous dit à nous, agriculteurs, s'il vous plaît, ne laissez pas vos jachères, emblavez-les, c'est-à-dire semez vos jachères, justement pour répondre aux difficultés logistiques de l'Ukraine. Or, on nous dit désormais, faites davantage de jachères. Et donc ce jeu-là est très délicat et il y a un manque de vision réelle pour l'agriculteur français. Merci beaucoup Arthur Portier pour vos réponses. Eh bien, l'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.